n'importe qui peut utiliser la préparation mentale, euh, dans le sens où la préparation mentale, elle va apporter, du coup, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, une prise de conscience sur soi-même. L'utilisation des outils de la préparation mentale, on va s'en servir en permanence sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, je suis avec Yuan, il est préparateur mental et il accompagne des sportifs et des e-sportifs à optimiser leur potentiel. Il est titulaire d'un master en psychologie de la performance et va réaliser prochainement un doctorat sur la récupération, la gestion du stress et la notion de contrôle dans l'e-sport. Yuan est un ami, mais objectivement, cette rencontre est une vraie mine d'or si tu cherches à améliorer tes performances dans n'importe quel domaine qu'il soit. Comment ça va? Super, et toi? Ok, moi ça va vraiment super. Aujourd'hui, je suis très content de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ton nom, ton prénom, ce que tu fais dans l'e-sport? Je sais que tu as vraiment un parcours hyper intéressant. Aujourd'hui, on va en parler, donc j'aimerais que tu te présentes très rapidement. Ouais. Alors du coup, je m'appelle Youen Rocabois, j'ai 22 ans et je travaille cette année en tant que préparateur mental. Donc je suis des équipes en psychologie de la performance, des équipes e-sportives. Donc ça s'inscrit là dans mes études. Je suis en master 2 psychologie de la performance et donc au travers de mes études, là je travaille avec plusieurs équipes, donc une équipe en Bretagne, Crazy Sport Bretagne, avec des joueurs de jeux de combat. Donc on va travailler un peu sur le suivi individuel. Et depuis janvier, je travaille aussi avec une structure qui est basée en Suisse, Pichot eSport, et qui va regrouper du coup plusieurs équipes LOL. Donc on travaille un peu plus sur le collectif, même si on reste sur des thématiques qui vont être individualisées après. Donc l'idée, ça va être vraiment pour moi là, d'ici la fin d'année de pouvoir présenter des travaux, de travailler sur... je travaille déjà actuellement sur les effets du suivi en psychologie de la performance sur la performance et la récupération e-sportive. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir présenter ça à la fin de l'année, de pouvoir présenter mes études et puis d'attaquer, pourquoi pas, sur un projet de recherche à partir de l'année prochaine. Ok, excellent. Écoute, moi ça me parle beaucoup. J'aimerais, pour les personnes qui n'y connaissent rien, qu'est-ce que la psychologie de la performance? Ça peut être déjà des termes compliqués, psychologie, performance, etc. C'est des termes vraiment assez généraux. J'aimerais que très concrètement, tu puisses expliquer ce que c'est de façon vraiment très factuelle à une personne qui n'a jamais entendu ces mots. Voilà, j'aimerais un peu que tu expliques. Ouais, alors la psychologie de la performance, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu plus généralement la préparation mentale, mais ça va être tout ce qui va toucher du coup aux actions, aux outils, aux sensations sur lesquelles on va pouvoir travailler, sur lesquelles on va pouvoir s'entraîner pour améliorer la perception de la personne sur ce qu'elle fait, la perception qu'elle a de son environnement. Donc on va travailler sur le niveau d'activation psychologique et le niveau d'activation du coup physiologique par la même par les mêmes biais. On va travailler sur ces deux actifs-là. Et Ok, on va aussi d'accord. travailler du coup sur tout ce qui est gestion des émotions. On va travailler sur l'entraînement des habiletés mentales, donc des habiletés cognitives, que ce soit le temps de réaction, que ce soit la capacité à prendre des informations, ou tout simplement des choses un peu plus comme sur la communication, sur les échanges entre les personnes. L'idée, c'est de pouvoir travailler un petit peu sur tout ce qui va concerner notre comportement, notre façon de ressentir les choses et notre façon de les euh, manifester du coup par rapport à ça. Et donc on parle de préparation mentale puisque ça va être basé sur de l'entraînement, sur de l'expérimentation et sur de la prise de conscience, de la prise de sensations, de la prise de compétences par rapport à ces choses-là. Ok, excellent. Écoute, je pense vraiment que tu as été très clair. Alors moi, j'ai une question qui me vient, c'est quand est-ce qu'on utilise ces outils-là, que ce soit pour un e-sportif ou même pour un sportif de façon plus traditionnelle, quand est-ce qu'on peut utiliser tous ces outils-là que tu viens de citer? Tu m'as parlé voilà, de prise de conscience,
Tu m'as parlé qu'il y avait beaucoup d'outils justement pour activer, que ce soit d'un point de vue physiologique et également plus psychologique. Quand est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Est-ce que c'est avant? Enfin, je ne sais pas vraiment. Quand est-ce qu'on peut utiliser ces outils qui sont mis à la disposition? Alors, quand est-ce qu'on peut s'en servir? Typiquement, on s'en sert tout le temps de la préparation mentale. L'entraînement à la préparation mentale, ça va être sur des créneaux spécifiques, mais la préparation mentale et l'utilisation des outils de la préparation mentale, on va s'en servir en permanence sans s'en rendre compte, puisqu'en fait, dans la vie de tous les jours, peu importe ce qu'on fait, notre cerveau, nos sens même, du coup, notre vue, notre audition, notre toucher, notre odorat, notre goût, ils vont nous donner des informations sur notre environnement, sur les choses qu'on a autour de nous, sur les choses qu'on peut percevoir, du coup. Et ils vont envoyer ces informations-là à notre cerveau qui, lui, va construire des images, va construire des représentations pour mesurer notre capacité, du coup, à répondre aux demandes de cet environnement. Donc, en gros, en permanence, notre cerveau il fonctionne. En permanence, notre cerveau il fait des calculs. En permanence, notre cerveau il nous envoie il prend des infos et il les traite pour comprendre un petit peu comment on va devoir agir, comment on va devoir réagir pour répondre aux demandes de l'environnement. Donc en Mhm. gros, après, il va envoyer du coup des hormones, des neurotransmetteurs pour que notre cerveau il s'active ou qu'il ralentisse au contraire pour pouvoir récupérer et toujours être capable de répondre à la situation. Donc, Ok, quand est-ce qu'on utilise la préparation mentale? Tout le temps. Quand est-ce qu'on va pouvoir s'y entraîner? Ça va être un peu différent. ok. Euh, Non, d'accord. Et moi, je me demandais, du coup, depuis tout petit, et même sans s'en rendre compte, finalement, si j'écoute bien ce que tu me dis, on pratique la préparation mentale sans s'en rendre compte, en fait. Ouais, ouais, la préparation mentale, enfin la préparation mentale. On va dissocier le fait d'utiliser les outils de la préparation mentale de la préparation mentale dans le sens où les choses qu'on fait et qu'on va aborder en préparation mentale, ouais, c'est des choses qu'on fait depuis tout petit, depuis qu'on a, depuis qu'on a la capacité à imaginer les choses, depuis qu'on a la capacité à mettre des mots sur des images, à mettre des sensations et des émotions sur des images. À partir de ce moment-là, on est et d'ailleurs, on l'est d'autant plus que quand on est adulte. Quand on est un enfant, on a un cerveau qui imagine les choses, qui construit des images parce qu'il est en train d'apprendre et en train de se développer. Et donc, à partir du moment où euh, on comprend et on voit les choses qui nous entourent, on fait de la préparation mentale dans le sens où on va faire de l'imagerie, on va ressentir des choses, on va calculer si comment je me sens, est-ce que c'était désagréable, est-ce que c'était agréable, est-ce que j'ai envie que ça réapparaisse ces sensations-là, qu'est-ce que ça provoque chez moi et comment est-ce que je vais réagir par rapport à ces sensations-là. Et quand on est enfant, on fait des erreurs, des fois on surréagit ou on sous-réagit parce qu'on est toujours en train de tester et on est en train d'apprendre par rapport à ce genre de choses. Et donc on fait, ouais, il n'y a pas de de départ d'âge. Hmm. D'ailleurs, c'est d'autant plus amusant, on va dire, et intéressant de travailler avec les enfants là-dessus, parce qu'ils ont une capacité d'imagination et de construction de sensations et d'images mentales beaucoup plus forte que la plupart des adultes. Ok. Donc Et ouais, ouais, on en fait tout le temps. ouais, tout à fait. Et moi, il y a une question, du coup, personnellement, moi-même, avec les joueurs que je peux accompagner, j'utilise l'imagerie mentale, enfin, même moi, de façon quotidienne, que ce soit pour des examens tels que le permis de conduire, tu vois, ou des examens plus traditionnels comme à la fac, à l'université. Est-ce que, selon toi, il y a des âges, ou en tout cas, les enfants, ou on va dire les, euh, les nouveau-nés, ont plus d'efficacité, on va ressentir plus d'efficacité à utiliser les outils de préparation mentale tels que la visualisation ou d'autres pratiques. Alors, euh, est-ce qu'il y a un âge où on peut plus facilement s'en servir? On va dire que c'est plus simple, comme je te le disais, de travailler avec les enfants là, sur l'imagerie et sur la capacité à construire des images. Euh, Ensuite, c'est un peu une question de perception, une question d'apprentissage, d'expérience et de vécu. Euh, Assez simplement, on a des exemples dans notre entourage de personnes qui ont beaucoup d'imagination, d'autres un peu moins. Et en fait, c'est un peu l'aboutissement de notre expérience personnelle, de comment on a grandi et comment on l'a cultivé un petit peu cette imagination, cultivée volontairement ou involontairement d'ailleurs, parce que en fait, on se retrouve à tous avoir un plan de vie différent. Même deux personnes qui vont être très proches dans leur vie et qui auront fait deux jumeaux par exemple, qui auront fait beaucoup de choses ensemble dans leur vie, ils vont avoir une culture très différente, enfin infiniment différente, qui va faire qu'il y a une chose qui va être interprétée différemment par toutes les personnes. Un truc tout bête, un exemple que je prends souvent et que je peux te redonner, c'est
euh, c'est l'oiseau. Si je te parle d'un oiseau, je te dis imagine-toi un oiseau. euh, Si je donne cet exemple-là à une personne qui a toujours vécu à la ville, qui a toujours vécu en ville, le premier oiseau qui va prendre en compte, je prends un exemple tout bête, hein, mais ça va être le pigeon. Donc, parce qu'il voit souvent des pigeons, il a souvent des pigeons chez lui. Donc, je lui parle d'oiseau, il va voir un pigeon. À l'inverse, si je demande à une personne qui a toujours vécu à la plage ou à la campagne ou en bord de mer d'imaginer un oiseau, il va pas s'imaginer un pigeon. Pourtant, j'utilise le même terme, mais son vécu, son expérience et les choses qui l'ont fait se construire sont basées sur une image de mouette, par exemple. Et par rapport à ça, du coup, l'image mentale, l'imagerie mentale, la visualisation, elle va avoir une signification différente en fonction de toutes les personnes, puisque un pigeon, on est d'accord que ça peut avoir un caractère péjoratif, ou pas du tout d'ailleurs, je suis pas là pour juger les pigeons, mais selon les vécus qu'on a avec ces images-là, on va avoir des sensations différentes qui seront des ancrages émotionnels liés à nos expériences. Et à l'inverse, du coup, je te parlais de mouette. La mouette, ça peut être la liberté, ça peut être la mer, ça peut être les vacances. Alors qu'à l'inverse, pour quelqu'un qui s'est fait voler son goûter par une mouette quand il était petit, la mouette, ça peut être le symbole de la méfiance, ça peut être le symbole de la peur et du coup manifester des émotions plus négatives. Ok. Euh, L'idée, c'est pas de parler des oiseaux et de faire de l'image sur les oiseaux, mais de comprendre un petit peu qu'en fait, on a tous une appétence liée à nos expériences et là, ça va être lié à des ancrages émotionnels, mais ça peut aussi être lié à notre fréquence de travail de ces choses-là, puisqu'on va avoir des personnes qui auront beaucoup plus de facilité à imaginer des choses parce qu'elles ont toujours été stimulées ou elles se sont toujours stimulées volontairement à travailler, à construire, à imaginer, à modéliser des choses, alors qu'à l'inverse, il y a des personnes qu'on appelle afantasistes. C'est des personnes qui peuvent afantaisistes, pardon. C'est des personnes qui peuvent pas imaginer les choses, qui quand elles ferment les yeux, bon les cas les plus graves, enfin graves, c'est pas grave en soi, c'est pas une finalité, mais les personnes qui sont fortement afantaisistes, elles ferment les yeux, elles sont incapables de voir quoi que ce soit, elles voient le noir. Ok, je savais pas Et, ça. euh, Ok. et Tu vois, donc c'est typiquement. typiquement un exemple. Donc là, on se base vraiment sur du visuel, qui est euh, euh, les images qu'on peut construire, mais il faut savoir que les images mentales, on parle d'imagerie mentale, du coup on se dit que c'est visuel, mais l'imagerie mentale c'est construit vraiment sur tous nos sens, parce qu'on va plus facilement construire une image sur des principes sur ce qu'on peut voir, sur ce qu'on peut sentir, sur ce qu'on peut ressentir ou goûter. Ça va être plus simple pour nous de comprendre et de voir les choses. Tout Ouais. bêtement, si j'entends les rails d'un train à côté de chez moi, là d'ailleurs j'ai un train à côté de chez moi, quand j'entends les rails du train, je sais que c'est le train. Alors que pourtant je le vois pas, mais c'est l'association d'un bruit avec une image. Et donc on peut jouer sur tous ces leviers-là qui sont juste sur l'imagerie mentale. Ouais. Moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que forcément, c'est un outil qui est beaucoup utilisé, même comme tu le disais, sans s'en rendre compte. Et ce que je me bats véritablement, c'est le préjugé. Enfin, le préjugé, oui et non, c'est un peu d'où l'étymologie du mot. Quand on dit visualiser, beaucoup de personnes pensent que c'est uniquement l'image qui compte, que c'est uniquement la vidéo qu'on est en train de se projeter dans la tête. Mais moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il est plus important de capitaliser sur ce qu'on ressent, c'est-à-dire les sensations au moment de la visualisation, l'auditif et également le kinesthésique. Et je pense que clairement, ces sens-là sont primordiaux pour faire une bonne visualisation. Et au-delà de visualiser et voir une scène ou s'imaginer quelque chose dans sa tête, il est hyper important de prendre tous ces facteurs extérieurs pour avoir une meilleure efficacité lors de la visualisation et des impacts vraiment satisfaisants pour le joueur. Et je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est le but de l'imagerie mentale. Le but de l'imagerie mentale, c'est pas d'aller chercher une image pour chercher une image. Le but de l'imagerie mentale, c'est d'aller chercher des sensations, d'aller chercher des ressentis et des émotions par la même occasion. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on a des ancrages émotionnels liés à des images. C'est pour ça que quand on regarde un film triste, ou par exemple quand il y a un chien qui meurt Je suis une légende, je donne une rêve comme ça, mais quand le chien de Will Smith il meurt, on est tous tristes parce qu'on a, enfin, on est tous tristes. Les gens qui sont tristes, ils ont de l'empathie pour le personnage parce qu'ils ont vécu des choses similaires et du coup ça les rend tristes de voir des choses comme ça. Ok. Là on parle d'ancrage émotionnel et l'idée au travers de tout ça, ça va vraiment être d'aller chercher
ce que notre cerveau il va sécréter quand on ressent des émotions. Quand on ressent des émotions positives intenses, notre cerveau il va sécréter, il va faire fonctionner notre système nerveux sympathique et il va accélérer notre activation corporelle pour qu'on soit prêt à vivre des émotions intenses, qu'on soit prêt à vivre des situations fortes en sensations. Et à l'inverse, du coup, notre cerveau, quand il va penser à des choses un peu plus moins intenses, des choses plus calmes, genre des souvenirs agréables de détente à la plage où on se repose, et ben notre cerveau il va envoyer il va faire fonctionner notre système nerveux parasympathique qui va ralentir notre activation corporelle. Et ça, c'est hyper important, c'est un levier super important sur lequel on peut travailler. Et pour ça, il faut avoir une bonne perception de soi et de ses sensations. Ok, bah super, enfin vraiment je suis content qu'on ait abordé justement c'est un outil, je pense c'est un outil parmi tant d'autres que la préparation mentale possède. Maintenant j'ai envie qu'on se focus plus sur l'e-sport et sur l'aspect compétitif, l'aspect performance. Concrètement, qu'est-ce que la préparation mentale peut apporter à un joueur e-sport? Moi demain, tu vois, je suis un jeune, on va dire adolescent, j'ai 15 ans, 16 ans. Tu vois, je suis bon dans mon jeu, mais je sens que je peux faire mieux et je me dis, ok, bon, il y a cet outil-là, mais franchement, je vois pas qu'est-ce que ça m'a apporté. J'hésite à justement aller voir un préparateur mental pour, je sais pas qu'est-ce qu'on peut travailler avec lui et ce que ça peut m'apporter. Qu'est-ce que tu réponds, toi, par rapport à ça? Euh, la préparation mentale pour l'e-sport, euh, ça va avoir, on va travailler un peu sur deux aspects du coup, qui sont liés du coup à la pratique e-sportive. Euh, il va y avoir d'un côté tout l'aspect compétitif, donc lié à la compétition, qui va du coup euh, impliquer des attentes, impliquer des enjeux élevés pour le joueur. Donc on a de plus en plus de joueurs qui sont sponsorisés, qui sont rémunérés pour ce qu'ils font, ou même qui du coup ont envie de progresser et ont des attentes de résultats pour continuer à progresser dans leur pratique. Et par rapport à ça, du coup, on va être sous pression, pression sociale, pression financière, pression temporelle. Et ces pressions-là, en fait, c'est des choses qui vont être inhibitrices de performance dans le sens où ça va nous empêcher de nous concentrer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on a à travailler et sur ce qu'on a besoin de travailler. Donc sur cet aspect-là, l'idée avec la préparation mentale, c'est de prendre conscience de ce qu'on sait faire, de faire une introspection sur soi-même, de faire un compte-rendu sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, et être capable de se fixer des objectifs qui sont réels, qui sont réalisables, et qu'on va pouvoir mettre en place sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Là on parle vraiment de fixation d'objectifs au sens propre, mais aussi du coup en se basant sur la perception qu'on a de nous-mêmes. Donc on va parler d'estime de soi, on va parler de qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour continuer à avancer. Et donc tout ça, ça va être lié du coup à ces perceptions d'enjeux, de stress liés à des variables externes et internes. Et de l'autre côté, le format de l'activité e-sportive qui demande de passer beaucoup de temps à réaliser des activités à majorité cognitive, et le fait du coup d'avoir énormément de temps, énormément d'entraînement, de répétition pour gagner en performance, pour gagner en dextérité et gagner en skill, on va avoir du coup besoin de gérer notre niveau d'activation, gérer notre capacité à récupérer, gérer notre capacité à gérer notre stress, mais ça j'en ai parlé juste avant, mais du coup s'entraîner à comprendre ses émotions, comment on les ressent, quels effets physiques et psychologiques ça a sur nous quand on les ressent, et comment elles sont une aide ou un frein à notre performance. Et du coup, bah, par rapport à ça, comment on va bien récupérer, comment on va bien s'entraîner, comment on va pouvoir s'activer quand on en a besoin, comment on va pouvoir se réguler quand on a besoin de récupérer, même sur des courts temps. Et donc cet aspect-là un peu plus bien-être, du coup, qui est important à associer avec la performance, parce qu'une performance uniquement basée sur le résultat, elle va, sur le court terme, elle va fatiguer le joueur, il va pas pouvoir avoir une carrière pérenne et une carrière dans laquelle il va se sentir bien. À l'inverse, sa performance, elle peut faire un pic et s'écraser directement s'il fait pas attention à lui, s'il s'écoute pas et s'il comprend pas comment il fonctionne. Donc on a vraiment ces aspects performance et bien-être à allier, et la préparation mentale, ça met en place des outils qui vont jouer justement sur notre corps, qui vont jouer sur notre cerveau, qui vont jouer sur la manière dont on voit la vie autour de nous, dont on perçoit la vie autour de nous. Ok, ok.
Et bah écoute, c'est vraiment une réponse très complète. Et moi, je me pose une question du coup, est-ce que tous les joueurs compétitifs ou pas, bah déjà, je vais te poser des questions. Est-ce que d'une, la préparation mentale est faite uniquement pour les joueurs compétitifs? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'elle est faite pour vraiment tout le monde? Est-ce que tout le monde peut pratiquer la préparation mentale dans peu importe le jeu dans lequel il se plaît? Ça peut être par exemple Counter-Strike ou par exemple un jeu plus lié à la stratégie comme Hearthstone, tu vois. Est-ce que tous les joueurs peuvent utiliser cet outil-là? Alors, tous les joueurs, toutes les personnes, sur sa manière de fonctionner, sur ses besoins, ses ressources et sur sa perception de son environnement. Mais du coup, elle va permettre, en fait, peu importe nos objectifs, peu importe notre besoin de performance ou juste notre besoin de prendre du plaisir à progresser, euh, la préparation mentale, elle va apporter un, une prise de conscience, je me répète, je suis désolé, mais elle va apporter une prise de conscience, un moyen de faire le point, de regarder où on en est, de regarder où on va aller et comment on se sent actuellement par rapport à ça, comment on va pouvoir apprendre à ressentir ces choses-là. Et ça va demander plusieurs choses. D'un côté, ça va demander Mhm. de l'entraînement, Ok. un peu de répétition, parce que pour certaines personnes, certains joueurs de haut niveau, même d'ailleurs que j'ai pu rencontrer, c'est facile. En fait, ils le savent, ils l'utilisent déjà. C'est des choses, l'imagerie mentale, ils s'en servent dès qu'ils font une erreur, ils la retiennent, ils s'en resservent à l'entraînement. Dès qu'ils sentent qu'ils sont pas bien, ah ouais, moi quand je suis pas bien, je souffle un coup et après, je sens que ça va beaucoup mieux, je me refocus. Ça, c'est des outils qu'on va travailler pour les personnes qui savent pas s'en servir ou qu'on va peaufiner avec des personnes qui s'en servent déjà en mettant le doigt dessus, en lui disant bah, t'as vu tout ce que tu fais depuis toutes ces années-là, c'est ce qui t'a permis d'être performant. Et par contre, ce petit truc-là, c'est le truc qui te fait vriller, c'est le truc qui te fait tilter. On en parle beaucoup en e-sport, le tilt, le fait de perdre le contrôle sur ses émotions. Ce petit truc qui te fait tilter, qui te fait sortir de ton match, et ben, il va falloir mettre des choses en place, il va falloir que tu comprennes comment ça fonctionne pour le résoudre, parce que c'est pas moi ou c'est pas aucun préparateur mental qui fait le travail. On est guide dans tout ça, avec on prend un peu le joueur par la main en lui disant bah, regarde comment tu fais là, ça marche pour toi ou pas? Bah non, ça marche pas, ok, on fait autre chose. Bah regarde comment tu fais là, ah ouais, ça marche vachement bien pour moi. Bah vas-y, bah entraîne-toi et trouve ce qui fonctionne pour toi. Donc il y a besoin de s'entraîner, il y a besoin de répétition pour peaufiner la chose, pour que ça devienne plus précis et plus détaillé. Mais il y a aussi besoin de faire attention et de s'écouter parce que la préparation mentale, les outils de la préparation mentale, du coup, comme je l'ai déjà abordé, ça a des conséquences, ça a un impact émotionnel, ça joue sur nos émotions, sur notre activation, sur comment on se sent. Et du coup, il faut être prudent avec ces choses-là parce que ça fatigue, parce que ça peut faire ressentir des émotions plus négatives. Donc, c'est important Ok. d'avoir un aperçu, un point de vue externe Hmm. et d'avoir un accompagnement pour au moins comprendre les bases. Et ensuite, l'objectif, c'est que la personne elle soit autonome. On garde pas, l'objectif, c'est pas de signer un contrat pour 20 ans et dès que je pars, vous êtes foutu, vous y arriverez plus. L'idée, c'est vraiment que la personne elle Hmm. s'automatise et elle soit autonome et qu'ensuite Ok. on puisse apporter des petits points au fur et à mesure pour pourquoi pas retravailler des choses. Ok, donc vraiment vers l'autonomie du joueur et de la personne que tu accompagnes. C'est vraiment ça le. Ok, d'accord, très bien. Alors, moi, il y a une petite question qui me vient là maintenant à l'idée. C'est vrai que le tilt, c'est une des problématiques que beaucoup de joueurs rencontrent. Enfin, je veux dire, que ce soit même moi ou je pense toi, quand on joue, on est assujetti à beaucoup de facteurs qui vont nous faire tilter, c'est le mot. Comment toi, tu abordes ça? Quelle est ton approche? Qu'est-ce que tu recommanderais? Voilà, je viens de voir et je te dis, bon, écoute, la dernière fois, j'ai tapé un coup sur mon bureau. À chaque fois voilà, je sens que ça monte comme une cocotte minute et j'ai envie d'exploser mon bureau, quoi. Comment toi t'abordes ces problèmes-là? Alors, le tilt, c'est quelque chose d'assez. Il y a plein de points sur le tilt, c'est multidimensionnel, je crois que c'est ça le mot. Il y a plein de points Ouais. qui vont jouer sur la notion de tilt. Il y a plein de différents tilts à partir du moment où, dès qu'on perd le contrôle, dès qu'on se laisse aller à nos émotions, dès qu'on n'est plus concentré sur ce qu'on fait et qu'on va juste laisser, comme tu l'as dit, nos émotions nous ronger, monter, et qui vont finir par du coup, enfin qui se manifestent dans tous les cas physiquement, mais qui vont finir par se manifester de manière vive physiquement, euh, on est dans le tilt, on est dans un tilt, on n'est plus dans la maîtrise et du coup on n'est plus dans la performance. L'idée avec le tilt, du coup, c'est d'être capable de comprendre, d'être capable j'allais dire de tilter, mais non, d'être capable de capter les moments
où on est en train de tilter et pourquoi on est en train de tilter. Et par ce phénomène-là, à partir du moment où on commence à comprendre pourquoi on tilte, à quel moment et comment ça se manifeste physiquement et psychologiquement, on va pouvoir agir dessus. Quand on a Donc une... déjà, la première étape, si je peux rapidement résumer ce que tu viens de dire, c'est Ouais, prendre conscience de son état émotionnel au ouais, moment T. ouais. Ça Ok. va dépendre de toutes les personnes, hein, la manière dont on va travailler le tilt, mais si on veut vraiment avoir une approche générale du tilt, euh, l'idée ça peut être pourquoi pas dans un premier temps de déjà noter, faire un point sur une feuille à côté, ou faire un point, peu importe, avoir un moyen de repérer à chaque fois qu'on a un tilt, à chaque fois même que c'est un petit tilt, hein, parce qu'il y a des personnes, là on a parlé de l'exemple de taper sur la table, de perdre le contrôle physique, mais il y a des personnes qui tiltent juste en coupant le son, enfin en coupant le son, en arrêtant de parler. Ouais. Il y a des tilts qu'on appelle les tilts silencieux. Euh, c'est des personnes qui vont juste arrêter de communiquer et qui vont s'enfermer sur elles-mêmes et qui vont broyer plein de pensées négatives, mais qui vont pas le manifester physiquement. Et donc, il y a besoin de travailler là-dessus. Ça peut prendre une séance. Le mec, il comprend direct, bah là j'ai tilté. Pourquoi j'ai tilté? Bah pour ça. Ça peut être pour plein de raisons, mais cette fois-ci c'était pour ça. Ça peut prendre plusieurs séances parce que bah les gens, le joueur, il se rend pas forcément compte sur le coup qu'il a tilté. Et il faut qu'il revoie un petit peu sa séquence, Hmm. qu'il prenne de recul pour s'en rendre compte. Donc déjà dans un premier temps, ouais, c'est la prise de conscience sur pourquoi tu tiltes, quand tu tiltes et comment ça se manifeste. Après, je pense que justement, c'est le pourquoi. Pourquoi on tilt. Chercher la notion de pourquoi. Et en dernière étape du processus, tu préconiserais quoi, toi, pour pas justement que ça se reproduise et justement ce tilt-là, le dégager en quelque chose de positif. Alors, changer les habitudes, c'est quelque chose d'assez compliqué, hein, ça prend du temps. Notre corps, il aime bien les habitudes pour des raisons tout à fait logiques, hein. C'est juste que on a besoin d'être dans certaines routines, on a besoin de réaliser certaines habitudes pour que notre corps il fonctionne à son rythme. Tu sais, il respecte certains cycles, que ce soit sur la journée, sur la nuit, et du coup, il prend des habitudes pour fonctionner de manière plus optimale, on va dire. Et du coup, on va potentiellement prendre des mauvaises habitudes dans ce cas-là. Euh, donc, comment changer une habitude? Eh ben, il faut y aller étape par étape, ne pas tout changer du jour au lendemain, et aller chercher à, comme je t'ai dit, du coup, comprendre comment ça fonctionne, puis pourquoi ça se manifeste, comment moi je le manifeste physiquement, et à partir de ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce qui me détend? Qu'est-ce qui me permet de revenir dans un état de focus? Qu'est-ce qui me permet de revenir dans un état où je suis en contrôle? Et donc là, on va travailler sur la respiration, on va travailler sur la relaxation, sur l'imagerie, sur toutes ces choses qui vont influencer notre corps et notre esprit euh, directement, avec des outils qu'on aura l'habitude d'utiliser pour redescendre, recalmer et recadrer la pratique. Donc, Mhm. ouais, c'est ça l'idée. Ok, ok. Dans l'idée, Non, on très est bien, là-dessus. j'ai un petit ok. Mais j'avais encore une fois une autre question qui déboule de ça. Euh, Vas-y. Tu parles de focus, c'est un mot qu'on emploie beaucoup. Enfin, personnellement, à chaque fois que je parle avec un joueur ou quoi, il me dit non, mais j'arrive pas à me focus, je suis pas focus, j'aimerais être plus focus. Les gars, on n'est pas focus, faut être focus, focus, focus. Euh, Qu'est-ce que le focus? J'aimerais que tu me donnes une définition assez générale, tu vois, mais qu'on arrive à s'accorder sur qu'est-ce que la notion de focus. Alors, le focus. Le focus, c'est la situation, la sensation, la position dans laquelle on est concentré, du coup. Le focus et la concentration, c'est deux mots Mhm. qui sont très proches. C'est le moment où on est en contrôle de ce qu'on fait, en contrôle de ce qu'on pense, et où on va pouvoir tout mettre en œuvre, du coup, de manière euh, efficace pour réussir à faire l'action qu'on cherche à réaliser. Donc le focus, c'est cet instant de concentration, cet instant où on est dans notre bulle, et on peut même parler, en abordant le focus, du sujet on peut parler de l'état de flow, de l'état de la zone optimale de performance. Elle a plein de noms. Pour ceux qui regardent les mangas ou les choses comme ça, dans Kuroko Basket par exemple, il y a cette thématique qui est abordée, le flow. C'est Ok. c'est le truc qu'on va chercher, qui existe, hein, réellement, hein. Il y a énormément de sportifs et même de professionnels qui l'ont expérimenté. L'état de flow, c'est l'état dans lequel on est performant, fluide, et on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on est en train de faire parce qu'on sait faire et qu'on est dans une situation où on est concentré sur ce qu'on est en train de faire. Donc l'état de flow, l'état de la zone optimale de performance, on va la chercher quand on a le niveau de stress euh,
pixel près, enfin le parfait niveau de stress pour être dans l'action et être bon dans ce qu'on fait. Euh, j'ai pas abordé la Ok. notion de stress. En gros, on a toujours du stress, ça nous permet de nous lever, ça nous permet de vivre. Le seul moment où on n'a plus de stress, c'est quand on est mort, hein, parce que le stress, c'est ce qui nous permet, même quand on dort, de respirer. Hein. C'est ce qui permet d'avoir une certaine tension physique et physiologique. Notre niveau de stress, il est toujours à un certain niveau. Par rapport à des situations, il a besoin d'être à un certain niveau. Pour chaque personne, le niveau de stress, il va correspondre à une situation particulière. Et donc, quand on est en hyper stress, on est trop stressé, on a les mains qui tremblent, on transpire, on n'est plus du tout en contrôle de ce qu'on fait, il faut réguler avec des outils de préparation mentale. Quand on est en Ok, d'accord. hypostress, on est mou, on vient de se réveiller, on n'est pas prêt à l'action, il faut mettre en place des outils de préparation mentale pour se réveiller, pour être prêt à l'action dans sa tête et dans son corps. Donc, on a un niveau de Ok. stress optimal. Ok. Et juste pour les personnes qui vraiment n'y connaissent rien, c'est la première fois qu'ils entendent des mots-là, tu me disais dans la notion de focus, c'est quand l'on est en contrôle, cette sensation de contrôle. Comment l'on sait quand l'on est dans cette posture de contrôle? C'est des choses qui se ressentent un peu sur le terrain, j'ai envie de te dire. Ok. C'est une perception de soi, une compréhension un peu de comment on fonctionne, qui est assez complexe dans le sens où en fait on va toujours la chercher cette sensation-là. On va toujours chercher le moment où on est pile parfait, on n'est pas trop tendu, on est juste assez détendu. On peut être bien dans sa pratique, on peut être prêt à être bon. Euh, Comment comprendre qu'on est dans sa zone de flow? Eh ben, ça demande du travail, ça demande de l'entraînement, ça demande beaucoup de travail d'introspection à comprendre bah, comment je me sens aujourd'hui, comment je me sens dans plein d'instants de ma vie. C'est important en fait. Je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle le body scan ou la météo corporelle ou même le scan corporel. C'est le fait de se poser. C'est un truc qu'on oublie tous de faire, de juste se poser et de faire le point. Là, comment je me sens en termes d'énergie, en termes d'activation, comment je me sens émotionnellement parlant, Hmm. et juste prendre 30 secondes pour faire ce point-là. C'est déjà prendre conscience d'un truc auquel on ne prenait pas conscience jusque-là, et qu'on va pouvoir du coup adapter et par rapport auquel on va pouvoir réagir pour être, pour faire face à ce qu'on a à aux situations. Moi, j'ai une petite question qui me vient à l'esprit maintenant. On a parlé justement de la préparation mentale, qu'est-ce que ça pouvait apporter à un joueur, les outils. Donc, je suis vraiment content vu qu'on a abordé enfin, on a balayé plutôt pas mal de sujets en lien avec la préparation mentale. Ma question, c'est toi, je veux revenir un peu sur toi. En tant que préparateur mental, quels sont tes objectifs maintenant, que ce soit en termes de résultats avec les joueurs que tu accompagnes? Quels sont tes objectifs? Comment tu te vois à court et moyen terme? Alors, bonne question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en route là actuellement, donc il y a pas mal de projets Ouais. qui se goupillent en même temps. Euh, Dans l'idée, avec les joueurs de jeux de combat, on est dans une période un peu spéciale, on va dire. Bah, spéciale, elle est spéciale pour tout le monde, c'est la crise sanitaire qui impacte beaucoup leur compétition. Parce qu'on le sait, en jeu de combat, le online c'est compliqué parce que bah, on est vraiment à la frame de seconde près. Euh, à la frame près d'ailleurs, pas 2 secondes, à la frame près. Et donc ça fait qu'on se retrouve dans des situations où c'est très frustrant de jouer online. Il y a des joueurs qui s'adaptent très bien en online et qui jouent que en online. Je pense surtout à Smash, puisqu'on en parlait d'ailleurs, il se reconnaîtra, mais on en parlait il n'y a pas si longtemps. Euh, mais On lui fait coucou. ouais, ouais, je lui fais coucou. L'idée, c'est que les joueurs de jeux de combat, du coup, on va essayer de se concentrer sur l'acquisition de compétences en attendant pour pas perdre du temps pendant cette étape de pause, là, pendant ce temps de pause. On va essayer de gagner du temps de l'expérience sur le temps et de se fixer des objectifs qui vont être peut-être euh, pas directement dans la compétition, mais qui vont être proches de la compétition, qui va leur permettre de garder la motivation de s'entraîner, qui va leur permettre de continuer à prendre du plaisir à jouer à leur jeu, auquel ils jouent depuis tant d'années, et donc c'est difficile de se rendre compte que bah, on n'a pas de compétition, on ne sait pas quand ça va reprendre, c'est des choses qui génèrent beaucoup de stress, et donc ça va demander aux joueurs d'être résilients, donc on va travailler là-dessus avec eux. L'objectif c'est vraiment qu'ils continuent à prendre du plaisir, qu'ils continuent à être épanouis même dans cette situation compliquée. Avec les joueurs LoL, à l'inverse, on va plus être, enfin à l'inverse. Là, eux, les compétitions, ça leur pose pas de problème. Ils peuvent jouer en online, même si les LAN elles manquent à tout le monde dans tous les cas. Mais avec les joueurs LoL, du coup, on va vraiment être sur
essayer de rendre l'environnement d'entraînement, l'environnement d'équipe et du coup les interactions, mais aussi du coup les sensations individuelles bénéfiques à leur performance et qu'ils puissent en fait avoir plus de facilité à gérer leur stress en compétition à l'entraînement et qu'ils puissent récupérer pour un peu améliorer leur bien-être et leur confort dans le jeu. En parallèle, je commence à intervenir Donc, avec... un peu cette Moi... phase, ouais, Non, dis-moi, excuse-moi dis-moi, juste dis-moi. de te couper, Dis-moi. mais un peu cette phase de préservation et de dire, enfin moi personnellement c'est mon approche sur cette période, que cette période elle fait finalement partie de leur construction en tant que joueur, en tant que personne, et que il faut en tirer forcément du positif, ils peuvent en tirer du positif, certains le font, j'ai envie de dire, de manière instinctive, d'autres faut un peu mettre le doigt dessus, mais je sais pas qu'est-ce que tu penses de cette approche-là, mais en tout cas c'est comme ça que je l'aborde, que cette période, elle est là pour te conforter dans tes performances, elle est surtout là pour te dire ok mais c'est le chemin, ça continue, c'est le chemin que tu dois prendre et ça fait partie de ta carrière en tant que joueur et ça va te permettre justement de t'adapter, de découvrir de nouvelles facettes de toi-même, de faire de nouveaux outils, de découvrir de nouveaux objectifs et voilà quoi, tout simplement cette étape du Covid, je la prends comme ça et finalement ça a fait partie du chemin, de la carrière qu'un joueur est amené à passer durant sa carrière quoi. Ouais, après, en fonction des personnes avec qui on travaille et de leur avancée dans leur carrière, on a plein de réactions, hein, c'est toujours la même chose, hein, en fonction des vécus, en fonction des expériences, comment les personnes se sont construites et où elles en sont actuellement par rapport au jeu. Il y a plein de situations différentes et l'objectif en tant que consultant en psychologie de la performance, c'est pas de les faire continuer à jouer coûte que coûte, mais plutôt de les aider, de les accompagner dans ce petit point là de leur vie où ils ont besoin peut-être de se remettre en question, ils ont besoin de réexpérimenter des choses, et donc d'être là et de garder une posture très, très, très humble par rapport à ça. On est pour juste être là et voir ce qu'on peut travailler pour continuer à avancer. Donc oui, c'est très intéressant Ok, de l'intégrer dans leur parcours. ok. Donc tout d'abord, ton objectif premier, c'est justement la conservation des joueurs, faire qu'ils soient tout le temps en forme et leur apporter de nouveaux outils, travailler encore sur eux-mêmes. Est-ce que tu as d'autres objectifs? Je sais que typiquement, là, tu dois finir ton master. Est-ce que tu envisages quelque chose après ton master, toujours dans l'optique de préparation mentale dans l'e-sport? Est-ce que tu as des idées qui sont venues ou pas spécifiquement? Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont en route, qui sont en cours actuellement. Déjà, l'étape la plus logique et qui me botte le plus là actuellement, ce serait de pouvoir continuer sur un travail de thèse, donc des travaux de recherche, pouvoir justement proposer avec un labo de continuer à travailler sur les domaines de l'e-sport et de la psychologie de l'e-sport. Euh, je commence là à travailler en tant que stagiaire avec le labo de Poitiers, le CERCA de Poitiers, sur les compétences humaines dans le jeu vidéo. Donc comprendre un peu comment on peut mesurer les capacités des gens à interagir, à résoudre des problèmes, à faire preuve de créativité en jouant. Donc c'est déjà un premier pas vers ça. Je sais que le laboratoire de Brest est intéressé par ça aussi, par le développement par la mesure et le développement de la performance sportive. Donc il y a des choses, il y a des points qui vont être intéressants à aborder. En parallèle, l'idée c'est que je t'ai dit que je travaillais avec 2 structures pour l'instant. Il y a plusieurs structures avec lesquelles ça commence à se goupiller, on commence à voir ce qu'on va pouvoir faire. L'idée, ça va vraiment être de continuer à progresser et pourquoi pas dans un coin de ma tête essayer d'intégrer le staff pour la première équipe qui ira au JO. Je ne sais pas si ce sera en 2024, mais intégrer le staff technique pour suivre les équipes nationales, ce serait un grand objectif, un grand rêve, on va dire. Donc on va tout faire pour le réaliser. Mais il y a plein de choses qui vont être à mettre en place d'abord, et du coup je garde la tête froide par rapport à ça. Ça reste un événement qui est proche et qui ne l'est pas en même temps, parce qu'on commence déjà à parler autour de ces problématiques-là, mais il y a beaucoup de choses à voir. Et donc déjà, appuyer l'intérêt de la structuration et de l'encadrement des joueurs e-sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, c'est hyper important parce que ça apporte énormément de choses à la société. Donc déjà, apporter de l'encadrement, apporter de la science et de la théorie avec de la pratique pour en faire vraiment un tout et quelque chose de très complet, pour moi c'est quelque chose de très important là sur le
court moyen terme, commencer à vraiment pouvoir ouvrir les consciences par rapport à ça, et puis continuer à avancer les recherches, continuer à montrer aux gens que ça avance, qu'il y a des choses qui sont faites, qu'il y a des choses qui vont pouvoir être faites et que tout le monde va pouvoir en profiter. C'est pas une niche qui va être touchée, c'est que ça va donner du plus à la société. Donc là-dessus, Ok. il y a plein de choses à faire. Mhm. Ok, très bien. Excellent. Du coup, je me disais, tu es quelqu'un qui a connu, ou en tout cas qui a pratiqué la préparation mentale dans le sport, notamment au handball club de Dijon, donc auprès vraiment de sportifs, tu as été au contact. Maintenant, tu te retrouves dans l'e-sport. Qu'est-ce qui t'a fait faire cette transition-là? Pourquoi t'es dit, ok, je vois peut-être plus d'opportunités dans l'e-sport, ou j'ai envie d'exercer mes compétences au sein de l'e-sport? Quels étaient ceux ou ces facteurs-là qui t'ont fait basculer du sport à l'e-sport? Alors la transition du sport à l'e-sport, je pense que c'est vraiment une question d'envie, de passion, on va dire, dans l'idée. Le handball, ça a toujours été ma pratique en tant que sportif, donc c'est quelque chose j'ai grandi avec, je me suis construit avec, et j'ai fait toutes mes études avec toujours de l'entraînement et du hand. Donc je me suis construit un réseau social autour du handball. Mais il y a toujours eu le jeu, il y a toujours eu ce monde-là des jeux vidéo, de l'entraînement à avoir du skill, à être bon dans ce qu'on fait, et du coup à apprendre à maîtriser ses émotions, à apprendre à interagir avec des gens en online et à progresser sur ces points-là. Et donc, il y a un moment, le handball, c'est mon activité physique. C'est quelque chose que j'aime faire pour me dépenser, que j'aime faire pour progresser. Mais il y a l'e-sport, et j'avais envie d'apporter ça, d'être dans ce domaine-là, de montrer que on pouvait faire des choses, qu'on pouvait apporter des choses qui allaient changer un petit peu la vision de l'e-sport, et qui allaient permettre de faire progresser ce domaine, cette pratique-là. Donc ouais, j'ai choisi, je me suis mis là, cette transition-là, elle me porte énormément, parce que c'est ce qui me permet là de tous les matins me lever en ayant la motive de bosser, même si on bosse de plus en plus, mais c'est ce qui me porte. Donc c'est une question de passion, ouais. Ok, d'accord, excellent, très bien. Bon, là, ça va faire plus, tu vas dire, de 40 minutes qu'on est dans ce call, etc. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Qu'est-ce qu'on peut te Ah, souhaiter, le mot là, de la fin. justement, pour les mois qui vont arriver? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Voilà, vraiment, fais-toi plaisir. Donc il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont avancer. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux classiques, LinkedIn, Twitter. LinkedIn, Twitter, c'est déjà bien. Donc, De toute façon, tous ces liens, j'en profite si je te ouais, coupe, ouais, ouais. seront dans la description. Il y a beaucoup de travaux qu'il va poster, etc. Allez le suivre si vraiment ça vous intéresse. Tout est dans la description. Son lien Twitter, son lien LinkedIn, etc. Tout est dans la description. Donc si vous voulez le retrouver, et ben, ça sera dans la description. Également, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui, personnellement, je pourrais y répondre, et il pourra lui-même y répondre s'il y a des questions que vous pouvez vous poser sur son parcours. Si la préparation mentale vous intéresse, je sais pas, je prends l'exemple, vous êtes étudiant et vous avez envie de faire un cursus en préparation mentale, vous avez envie de vous former, et ben je pense qu'il peut vraiment vous apporter des réponses concrètes. Donc n'hésitez pas à commenter, et j'en profite du coup, mettez le petit like si ce genre de format vous a plu. Personnellement, je vais en faire davantage avec des personnes, on va dire, toujours très compétentes et très calées sur le sujet. Donc déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, et je te laisse finir sur le mot de la fin. Ouais, donc il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. On va voir à quel rythme ça va se développer, mais l'idée, ça va être de pouvoir déjà commencer à publier, pourquoi pas, des revues de littérature pour la Société française de la psychologie du sport. Il va y avoir des partages avec les différentes équipes avec lesquelles j'interviens, donc ça va être plein de petits points à aborder qui vont permettre de faire progresser les choses. L'idée, ça va être aussi de pouvoir aller défendre à Brest en juin, du coup, aller montrer mes travaux, aller montrer comment ça avance par rapport Mhm. c'est une journée sur la psychologie du sport aussi, aller montrer ce qu'on peut faire sur l'e-sport, ce qui est mis en place en termes de psychologie de la performance.
Donc il y a plein de choses qui vont avancer plus ou moins vite. J'ai des petits projets en tête qui vont, pourquoi pas, avancer en parallèle, mais on verra. Je me prononce pas tout de suite, on verra comment ça avance. Mais, Ok. l'idée, ouais, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment conclure tout ça? Ben écoutez-vous, c'est important. Moi je trouve que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire de nos jours. S'écouter, prendre du temps pour soi, même si on n'a pas le temps, prendre un petit peu de temps, hein, même 2 minutes ou 3 minutes, c'est plus que d'habitude. Donc prenez du temps pour vous. Et comme j'aime bien répéter, que j'ai entendu il y a longtemps, c'est écoutez voir comme ça sent bon. Et Eh ça c'est ben, beau ça. on pouvait pas rêver mieux. Je te remercie Merci à toi. justement d'avoir pris du temps pour faire cette émission. C'est fini, c'était la première édition justement de cette nouvelle émission, le nouveau concept que j'essaye justement de faire sur ma chaîne. Donnez-moi vos retours, donnez-moi vos feedbacks, des axes d'amélioration pour justement donner la meilleure formule possible dans les sports. C'est quelque chose qui a, je crois, jamais été fait, ce genre d'émission. Donc en tout cas, je suis vraiment fier de vous le présenter. C'était Guillaume. J'ai pris un grand plaisir vraiment à faire cette émission, comme je vous le disais. Vous connaissez la formule. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, commentez. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un sujet, on va dire, complètement différent de la préparation mentale, mais tout aussi intéressant. Je vous dis à très vite. C'était Guillaume. Ciao, ciao.